Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président François Hollande est désormais Grand Croix de l'Ordre national du Mali. Il a été décoré par son homologue malien à l'ambassade du Mali à Paris. Une cérémonie solennelle qui témoigne une fois de plus la reconnaissance du Mali à l'endroit de la France pour son engagement en vue de la résolution de la crise. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Adama Kamara et Kessira Emmanuel Dambéli. Excellence, Monsieur François Hollande, Président de la République française, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali. L'une des plus hautes distinctions honorifiques du Mali, une reconnaissance largement méritée par François Hollande qui a su répondre oui au bon moment à la sollicitation de tout un peuple menacé par le crime organisé. Le Mali de juillet 2012 était un pays occupé, où l'on amputait encore, où l'on flagellait, où hélas le viol avait encore cours. Mais le Mali de juillet 2013 est un pays libre, un pays libéré, qui sait qu'un profond travail d'introspection l'attend pour que plus jamais ses enfants ne soient amputés, flagellés ou violés. Ce peuple est conscient de la dette qu'il doit payer à ses voisins, à l'Afrique et au monde, qui se sont portés à son chevet avec une rare diligence. La France a agi pour arrêter l'avancée des terroristes. Elle a aussi su mobiliser les pays pour sécuriser le Mali et l'engager dans la voie de la stabilisation malgré les scepticismes. Le scepticisme était grand, il l'est toujours. Il y a tant de commentaires qui nous disaient qu'il serait impossible de mener à bien cette opération, que c'était trop difficile, qu'il y avait trop de risques, que les Maliens n'étaient pas eux-mêmes décidés, que les Africains n'étaient pas préparés. Nous savions tout cela. Je fus conduit à prendre la décision, le 11 janvier, de faire intervenir les forces françaises au Mali, à la demande du président Traoré, avec l'appui des Africains et sous l'égide des Nations Unies qui ont donné la légalité à cette opération. Le président François Hollande a rendu hommage aux soldats français qui défendent les drapeaux maliens, français et onusiens. Aujourd'hui, il pense beaucoup à ses compatriotes en otage à travers le monde, surtout avec les informations faisant état de la découverte de la dépouille d'un d'entre eux. Mais il reste fier de ce geste de reconnaissance du peuple malien. Fierté d'être ainsi reconnu par le peuple malien, au-delà de ses dirigeants. Fierté de pouvoir porter cette décoration. Fierté d'avoir pu rendre un service éminent à un pays ami. Cet acte fut en effet celui de l'amitié. Fut aussi celui de la responsabilité. Pas laisser un espace aux terroristes. Fut aussi celui de la solidarité. Et sachez bien que le peuple malien et le peuple français, par cette distinction, par la récompense de l'effort de nos soldats, sont indissolublement liés. Vive la France, vive le Mali, vive l'amitié entre la France et le Mali. François Hollande a surtout salué le chef de l'État malien qui a évité tout alibi pouvant conduire à un quelconque report de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Coopération toujours, l'Allemagne vient d'offrir 35 téléphones satellitaires au Mali d'une valeur de 60 000 €. Faciliter la communication entre les différents acteurs du processus électoral pour aboutir à des résultats transparents et démocratiques. Les appareils ont été remis au ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Un reportage de Garibou Pérou. Près de 40 millions de francs CFA, c'est la valeur des 35 téléphones satellitaires Iridium. Ces téléphones de prototype 95-55 sont équipés de cartes intégrées avec SIM prépayé.
Chacune des cartes SIM a un bonus de 600 minutes une fois activée. Ce soutien de l'Allemagne au Mali intervient en clair dans la bonne gestion des processus électoraux. Il apporte des réponses précieuses aux questions relatives à l'information sur les résultats. Il s'agit singulièrement des résultats des bureaux de vote les plus éloignés de Bamako. L'Allemagne, moi personnellement, j'ai eu l'honneur de donner au Mali des téléphones satellitaires. Ces téléphones satellitaires sont destinés à soutenir le processus démocratique au Mali et notamment les élections à la fin de ce mois. Nous ne sommes pas surpris de ces gestes qui viennent encore une fois compléter et renforcer tous les efforts et toutes les contributions que l'Allemagne a apportées jusque-là. Bon usage sera fait de ce matériel qui est mis aujourd'hui à notre disposition et encore une fois, vive la coopération entre le Mali et l'Allemagne et vive nos deux pays. Une élection libre et juste n'est pas simplement le fait de déposer un bulletin de vote dans les conditions adéquates. Elle doit être accompagnée des moyens nécessaires pour faire circuler les informations précises à partir des bureaux de vote. Avec le système Iridium, il est possible de communiquer et d'envoyer gratuitement des messages, même en dehors des zones de couverture. Les 66 satellites placés en orbite autour de la Terre, selon les spécialistes, vont établir les liaisons fiables de communication. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine se trouve aux États-Unis en mission. Occasion pour Marempa Samoura de rencontrer les différentes communautés maliennes vivant sur place. C'est ainsi qu'il s'est entretenu ce dimanche avec les Maliens de Washington à l'ambassade sur notamment le processus électoral. Quel est l'état des lieux dans la juridiction américaine? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salif Sanogo. À un peu moins de 2 semaines de la tenue du premier tour de la présidentielle, les questions électorales ont naturellement dominé les échanges que le ministre Marempa Samoura a eus avec les Maliens de Washington. Ici, de nombreuses personnes bien qu'enrôlées dans le cadre du RAVEC n'ont pas eu la chance d'avoir leur carte NINA. Le premier conseiller de l'ambassade a apaisé les craintes en apportant un certain nombre d'éclairages. Ainsi, l'opération de remise des cartes NINA a démarré à Washington le 3 juillet dernier et à Philadelphie le 13 juillet. Pour les villes d'Atlanta, de Cincinnati, de Houston et de Chicago, l'opération de remise démarrera avant la fin de cette semaine. Il y aura au total 7 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire américain, dont 2 à Philadelphie, qui comptent plus de 500 détenteurs de cartes NINA. Pour le ministre Marempa Samoura, malgré les difficultés, les Maliens doivent se mobiliser pour la réussite de ces élections afin de doter notre pays d'institutions légitimes. Les imperfections notées ça et là seront corrigées dans le futur. Il a noté les préoccupations des Maliens de Washington et leur a donné l'assurance qu'elles seront prises en compte. Au Niger, après une semaine de Ramadan, les prix des denrées continuent de prendre l'ascenseur. Tous les produits de première nécessité sont vendus à prix d'or. Affluence des jours de fête sur les marchés nigériens. Le Ramadan a commencé depuis une semaine et les commerçants en profitent largement. Riz, sucre, légumes, tout est vendu 2 fois plus cher, alors que les familles consomment beaucoup plus pendant ce mois sacré. On ne peut pas imaginer qu'on est dans un pays à 98% musulmans et que c'est maintenant que les prix changent. C'est-à-dire que les vendeurs ont toutes les astuces, tous les moyens de s'expliquer par rapport à la montée des prix. Et ça, ce n'est pas correct, moi je pense. Ce qu'on achetait à 500 francs CFA, aujourd'hui il faut débourser 1000 francs CFA. Tout coûte cher maintenant. Même le citron et le gingembre que nous produisons chez nous coûtent cher. On ne peut rien acheter. C'est un fait, le pays produit très peu à cause des mauvaises conditions climatiques. L'oignon et le riz nigérien sont pourtant réputés, mais ils sont rares et donc vendus à prix d'or. Impossible de consommer local. Sur les étals, la plupart des céréales et des légumes sont importés. La raison de cette cherté est toute simple. Tous ces produits nous viennent de l'étranger. Par exemple, l'oignon vient du Nigeria. On ne peut consommer notre oignon qui coûte très cher. Alors ce sont les Ivoiriens et les Ghanéens qui nous l'achètent. Une situation encore plus difficile en cette période de Ramadan où traditionnellement les prix flambent. Le gouvernement avait promis d'organiser des ventes à prix modérés pour le sucre et le riz, des promesses qui se font toujours attendre. Nous vous proposons à présent un résumé de l'actualité internationale avec pour commencer des attentats meurtriers en Irak.
Un dimanche meurtrier en Irak. 31 personnes au moins ont été tuées dans des attentats, semble-t-il coordonnés, des attentats qui visaient des villes à majorité chiite. Partout, ce sont des voitures piégées qui ont été utilisées. À ce jour, aucune revendication, mais ce type d'attaque coordonnée est souvent le fait des partisans d'Al-Qaïda. À 90 ans, il écope de 90 ans de prison. Ghulam Azam, le chef spirituel du plus grand parti islamiste au Bangladesh, a été condamné pour crimes de guerre, des crimes commis lors de la guerre d'indépendance contre le Pakistan en 1971. Ces milices soutenaient Islamabad. Ce verdict provoque la colère à la fois des laïcs qui réclamaient la peine de mort et celle des partisans islamistes qui ont déjà affronté cette année les policiers après d'autres procès liés à la guerre d'indépendance. La réouverture de Kaesong, de nouveau repoussée. Le site industriel situé en Corée du Nord, à 7 km de la frontière, a été fermé par Pyongyang début avril. Il est pourtant crucial pour l'économie des deux pays. C'est la 3e fois ce mois-ci que les négociateurs échouent à trouver un accord. Ils ont toutefois promis de se revoir. Pyongyang fait de Kaesong un préalable à toute négociation de sortie de crise avec Séoul. Nouvelle affaire de dopage dans le monde de l'athlétisme. 2 grands sprinteurs ont révélé dimanche qu'ils avaient été contrôlés positifs. Il s'agit de l'Américain Tyson Gay, 2e performeur mondial aux 100 mètres, triple champion du monde en 2007, et du Jamaïcain Asafa Powell, 4e performeur mondial aux 100 mètres. Un coup de tonnerre à 1 mois des mondiaux d'athlétisme à Moscou. Tyson Gay a déjà déclaré forfait. Les 2 sprinteurs ont affirmé avoir absorbé des substances dopantes à leur insu. La chronique santé du jour porte sur les traumatismes obstétricaux chez le nouveau-né. C'est tout ce qui est fracture et autres à la naissance. L'Organisation mondiale de la santé a ajouté les traumatismes obstétricaux parmi les principales causes de décès chez le nouveau-né. Emmanuel Kessira Dambeli. L'expression traumatisme obstétrical désigne un ensemble de lésions acquises lors de l'accouchement. Elles peuvent arriver à la maman comme elles peuvent arriver au nouveau-né. Chez ce dernier, quand il s'agit de ce qu'on appelle paralysie du plexus brachial, le membre affecté n'est pas très actif. Il s'agit là de lésions traumatiques de type étirement des racines nerveuses qui sont destinées à innerver le membre donc, supérieur. Donc quand ces racines sont étirées, donc ça entraîne ce qu'on appelle donc, un membre pseudo-paralytique. C'est-à-dire qu'on a un membre qui est inerte, qui est flasque. Par contre, l'autre membre qui est sain fait des gesticulations donc, spontanées. Mais certains traumatismes peuvent concerner les os du nouveau-né. Dans la lésion du plexus brachial, c'est un membre qui est en extension, qui ne fait pas de mouvement, il n'y a pas de gesticulation spontanée du membre. Et le membre est collé pratiquement au tronc de l'enfant. Et c'est un membre qui n'est pas douloureux. Quand on touche le membre, on sent qu'il n'y a pas de tonicité. Le membre n'est pas tonique comme l'autre membre. Et il est flasque, il est inerte. On peut passer à un plexus brachial, à une lésion du plexus brachial. Par contre, si on a toujours un membre qui est là, qui est inerte, qui ne bouge pas, mais qui au toucher fait pleurer l'enfant, ça veut dire que c'est un membre qui est douloureux, il faut penser à un traumatisme par fracture de la clavicule, fracture de l'humérus ou fracture du fémur. Là, il est douloureux. Un nouveau-né peut avoir des lésions touchant la peau, les muscles, le crâne et qui doivent toutes être prises au sérieux. Un peu de vigilance peut aider à la maison à soupçonner les paralysies et les fractures et pousser à consulter un spécialiste. Donc, parmi ces traumatismes qui intéressent les os, donc, les plus fréquents, c'est la fracture de la clavicule qu'on voit fréquemment en consultation donc, externe. Et il y a également la fracture de l'humérus, c'est-à-dire l'os du bras, et également souvent siège de ces traumatismes. Il y a la fracture du fémur, donc l'os de la cuisse également peut être intéressé par donc, ces traumatismes.
En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, on reçoit en moyenne 3 cas de traumatisme obstétricaux de l'enfant par semaine. La plupart de ces cas viennent d'accouchements à domicile, mais certains nouveaux nés avec ce type de traumatisme ont vu le jour dans des structures sanitaires. On peut citer des facteurs comme la primiparité, c'est-à-dire le premier accouchement. Lors du premier accouchement, souvent la filière génitale n'est pas bien développée et il y a une disproportion entre le fœtus et la filière génitale, ce qui peut engendrer des traumatismes. Ça, c'est un facteur. Donc, l'autre facteur, si on a une présentation anormale, l'enfant se présente lors de l'accouchement par le siège, ou si on a une présentation céphalique également, une présentation céphalique en particulier la face. Donc, ça, ce sont des présentations qui exposent à des pareils traumatismes. On a également la disproportion céphalo-pelvienne, c'est-à-dire un fœtus de plus de 4 kg, donc peut poser problème lors de l'évacuation. On a certaines manœuvres également qui sont utilisées en obstétrique pour permettre l'extraction de l'enfant, du nouveau-né. Donc les manœuvres comme le forceps, l'utilisation des ventouses, et on a également le travail rapide ou prolongé. La prise en charge de ces différents traumatismes obstétricaux se fait essentiellement en service de chirurgie pédiatrique. Si pour les lésions du plexus brachial, la prescription médicamenteuse s'ajuste à l'immobilisation, pour les fractures, elle passe par une immobilisation qui ne nécessite pas une hospitalisation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos, ce sera le soir avec Ndé Sissoko. Bonne suite des programmes de l'ORTN.